À 19 ans, après avoir raté mon baccalauréat, j'ai été contraint par mes parents d'épouser une femme de 12 ans mon aînée, réputée pour être laide. Mais lors de ma première nuit de noces, j'ai réalisé la chance inouïe que j'avais eue. Et le lendemain matin, un événement a stupéfié tout le monde. Bienvenue sur la chaîne Votre Choix. Je m'appelle Julien. Mes parents m'ont donné ce prénom dans l'espoir que je devienne un homme bon et sage, mais je savais qu'il portait aussi le lourd fardeau de l'avenir de notre famille. Mon village natal était un petit hameau niché au cœur du Cantal, une région montagneuse et isolée. Un endroit où, toute l'année, ne régnait que des terres arides et la poussière. Notre famille, comme le disaient les anciens du village, était si pauvre que même le vent, en balayant notre toit, n'y trouvait rien à emporter. Mon père, un homme au grand cœur mais bourru, avait épousé ma mère sur le tard, à près de 40 ans. Elle-même avait déjà passé la trentaine et portait les cicatrices d'une déception amoureuse. Mes parents, qui n'avaient connu toute leur vie que la houe et la bêche, travaillaient courbés sur la terre, le dos offert au ciel. Ils étaient illettrés, ou ne connaissaient que les quelques lettres que mon grand-père leur avait enseignées par-dessus son épaule. C'est pourquoi ils connaissaient mieux que quiconque l'amertume et la tristesse de l'ignorance. Leur plus grand souhait n'était ni une maison plus grande, ni un tracteur plus robuste. C'était que moi, leur fils unique, je puisse vivre la tête haute grâce à l'éducation. Julien, tu dois absolument réussir tes études. C'est le seul moyen d'échapper à cette misère tenace. Ma mère me répétait sans cesse ces mots à la lueur vacillante de la lampe à pétrole, tout en reprisant mes vieux vêtements. Mon père ne disait rien, mais ses sacrifices valaient tous les discours. Il partait au champ la charrue sur l'épaule avant même que la rosée du matin ne s'évapore et ne rentrait qu'à la nuit tombée, couvert de sueur et de terre. Il acceptait n'importe quel travail, des basses besognes dans les fermes voisines aux chantiers de construction, pour amasser quelques francs. Cet argent servait toujours en priorité à acheter mes cahiers et mes crayons, tandis que ses propres vêtements étaient usés jusqu'à la corde depuis des années. À cette époque, à l'exception d'un vieil habit qu'il portait pour la messe de Noël, mon père ne s'est jamais acheté un vêtement neuf. Les gens du village nous regardaient avec pitié. À quoi bon? Une poule ne donnera jamais naissance à un aigle. Un fils de paysan finira toujours paysan. Ces paroles cruelles fusaient, mais mes parents ne se mettaient jamais en colère. Mon père se contentait de sourire, dévoilant ses dents noircies par le tabac. Apprendre à lire et à écrire, même pour un agriculteur, ce n'est jamais perdu. Leurs paroles et le mépris de nos voisins étaient pour moi une puissante source de motivation. Je me suis juré de réussir pour rembourser leur dévouement et pour prouver à tous que l'origine modeste ne dicte pas le destin. Je portais cette aspiration brûlante dans mon cœur. Je voulais voir un sourire de satisfaction remplacer l'ombre de l'inquiétude sur les visages fatigués de mes parents. Je voulais offrir à ma mère une robe neuve et à mon père une paire de chaussures solides. Je voulais les faire sortir de ce village rural étouffant, imprégné de l'odeur de la terre et de la pauvreté. Mon rêve n'était pas modeste. Je voulais intégrer une des plus grandes écoles de France et devenir la fierté du village. Ce n'était pas seulement mon rêve, mais l'espoir ardent né du sang et de la sueur de mes parents, qui avaient passé leur vie à trimer. J'étudiais jour et nuit. Je ne perdais pas une seule seconde. Sous la faible lueur de la lampe, je luttais avec mes livres, et même le bourdonnement des moustiques ne pouvait perturber ma concentration. Je savais que chaque mot que je lisais était un pas de plus vers l'avenir radieux que mes parents dessinaient pour moi. Un soir, alors que j'étudiais tard, ma mère est entrée doucement dans ma chambre. Sans un mot, elle a posé un bol de soupe chaude sur mon bureau et m'a caressé les cheveux. « Tu étudies trop tard, mange au moins quelque chose de chaud. Prends soin de ta santé, mon fils. » Elle chuchotait pour ne pas réveiller mon père, qui dormait dans la pièce à côté. Ce bol de soupe n'était pas un simple encas. C'était tout ce que mes parents pouvaient m'offrir à ce moment-là, leur amour infini et l'argent qu'ils avaient économisé sous après sous grâce à leur labeur harassant. En regardant cette soupe, j'ai senti ma gorge se nouer. Je ne pouvais pas trahir leurs attentes. Je devais réussir, quel qu'en soit le prix. Sans cet objectif immense, je n'aurais jamais pu endurer ces années difficiles. L'ambition de mes parents était le phare qui éclairait mon chemin, une flamme chaude et intense. Je me suis juré qu'un jour, je leur apporterai la gloire et leur offrirai une vie confortable et prospère. Chaque fois que je voyais mes parents peiner dans les champs, chaque fois que j'entendais mon père tousser à cause d'un rhume, chaque fois que je voyais les rides se creuser sur le visage de ma mère,
Ma détermination se renforçait. J'étais reconnaissant à la vie de m'avoir donné un objectif clair et une seule voie à suivre, les études. Porté par ce grand rêve, j'ai avancé sans relâche. J'ai travaillé d'arrache-pied. Durant mes 12 années de scolarité, je n'ai jamais manqué une seule leçon avec légèreté, et je me suis efforcé de ne jamais décevoir mes parents. Tout cela pour le jour où je pourrais leur dire fièrement « Papa, maman, vous pouvez arrêter de vous tuer à la tâche. » J'ai réussi. C'était la plus grande aspiration de ma jeunesse, la raison pour laquelle je me suis battu durant ces années difficiles. Je croyais que le ciel aide ceux qui s'aident eux-mêmes, et que les sacrifices de mes parents seraient un jour récompensés. Je n'avais pas de talent inné, seulement le sérieux et la persévérance. J'ai toujours gardé à l'esprit que le travail acharné bat le talent. Depuis le premier jour où mes parents m'ont conduit à l'école, je connaissais ma place et ce que je devais faire. Pendant que mes camarades jouaient dans la cour de récréation, je restais tranquillement en classe, plongé dans mes livres. Je n'avais pas le temps de m'amuser, ni les moyens de m'offrir les distractions coûteuses de mes amis plus fortunés. Durant toute ma scolarité, je n'ai jamais quitté la première place de ma classe. Les diplômes que je rapportais étaient la plus grande fierté de mes parents. Chaque fois que je ramenais un prix, ma mère l'accrochait avec soin sur le mur le plus visible de la maison, près de la photo de nos ancêtres. Puis, elle s'en vantait dans tout le village. Mon père, lui, fumait sa cigarette en silence, mais ses yeux brillaient d'une fierté qu'il ne pouvait dissimuler. Tous les professeurs m'appréciaient et fondaient de grands espoirs en moi. Le directeur de l'école, un homme à la retraite qui donnait des cours gratuits aux enfants pauvres du village, m'a un jour pris à part et m'a dit avec sérieux « Julien, je crois en toi. Tu es intelligent, avide d'apprendre, et tu as le cœur sur la main. Tu seras la fierté de ce village et de tes parents. Alors, concentre-toi uniquement sur tes études. » Ces encouragements étaient pour moi une promesse d'avenir. Ils m'ont donné la force et la foi nécessaires pour surmonter toutes les difficultés. J'étudiais non seulement pour moi-même, mais aussi pour honorer la confiance de mes professeurs et les sacrifices de mes parents. La pression scolaire s'est intensifiée, surtout au lycée. Je devais faire face à une quantité énorme de connaissances et à une compétition féroce avec les élèves de la ville. Je savais que je ne pouvais pas me permettre de prendre du retard. Ma famille était trop pauvre pour me payer des cours particuliers. À la place, je m'acharnais sur de vieux manuels et j'étudiais seul avec les documents que mes professeurs me prêtaient. Après les cours, je restais à l'école pour poser des questions aux enseignants sur ce que je ne comprenais pas. Ils m'aidaient toujours volontiers, et parfois même, ils m'offraient le déjeuner pour que je puisse gagner du temps pour étudier. Le plus grand cadeau que mes parents m'aient fait était leur confiance absolue. Ils ne m'ont jamais demandé de participer aux travaux des champs et ne se sont jamais plaints des frais de scolarité. Ils ont tout enduré pour que je puisse me concentrer uniquement sur mes études. Contente-toi d'étudier. Papa et maman s'occupent du reste. Mange bien et ne tombe pas malade, me répétait ma mère. Cette sollicitude me faisait parfois sentir terriblement coupable. En voyant le dos de mon père se courber sous le poids du labeur et les mains de ma mère, rêche à force de lessive, je me demandais si mes efforts pourraient un jour compenser tous ces sacrifices. Pour apaiser ma culpabilité, je transformais ce sentiment en gratitude et je me plongeais encore plus dans mes études. Je lisais, prenais des notes et résolvais des problèmes pour que mes parents se sentent rassurés en me voyant travailler. Je me suis imposé une discipline de fer. Je me levais à 4 heures du matin pour réviser et préparer mes cours. La journée, à l'école, je notais scrupuleusement chaque parole de mes professeurs, et le soir, je révisais à nouveau jusqu'à 11 heures ou minuit sous la lueur d'une vieille ampoule. En terminale, je me suis fixé un objectif clair, intégrer une prestigieuse classe préparatoire parisienne pour viser Polytechnique. C'était mon plus grand rêve, le sommet que je voulais conquérir. J'imaginais la joie de mes parents quand je rentrerais à la maison avec ma lettre d'admission. Je me voyais en chemise blanche, devant le portail de l'école, devenu la fierté de mon village. J'ai tout préparé avec soin et minutie. J'ai résolu des annales, consulté des ouvrages approfondis, et j'avais confiance en mes connaissances et mes capacités. Je croyais que, avec tous les efforts que j'avais fournis, je méritais amplement de réussir. Outre mes études, mon seul petit réconfort était Chloé. Chloé était mon amie d'enfance, elle habitait la maison voisine. Jolie et pleine de vie, elle m'a toujours encouragé et a cru en moi. Durant cette période difficile de préparation aux examens, elle a été mon plus grand soutien moral. « Courage,
Julien, je sais que tu vas réussir. Tu es le garçon le plus intelligent que je connaisse, me disait-elle avec ses yeux pétillants. Les encouragements de Chloé renforçaient ma détermination. Je lui ai fait une promesse, réussir mes études, trouver un bon travail et lui offrir une vie prospère, loin de la pauvreté que nos parents avaient connue. 12 ans d'études, 12 ans d'efforts ininterrompus. J'avais consacré toute ma passion, mon temps et ma jeunesse à la voie des études. J'étais prêt à affronter l'examen le plus important de ma vie. Mais j'ignorais qu'une terrible catastrophe m'attendait au tournant, une catastrophe qui allait anéantir tous les espoirs que j'avais si patiemment bâtis. Jusqu'au dernier examen blanc, j'étais plein de confiance. Je pensais que tout était sous contrôle. Mais j'avais oublié une chose, la vie ne se déroule pas toujours comme on le souhaite. Un simple accident peut tout faire basculer. Je sentais le poids de ma famille, le poids de mon avenir sur mes épaules. Mais je n'avais pas peur. J'étais habitué à ce poids. J'avais peur de l'échec, peur de décevoir mes parents. La pauvreté ne m'effrayait pas, mais la honte de ne pas être à la hauteur, oui. Et c'est cette peur qui a été le moteur le plus puissant, qui m'a permis de surmonter toutes les difficultés et les tentations de ma jeunesse. Moi, Julien, le prodige du village, j'étais prêt à récolter les fruits de mon travail. Mais je ne savais pas que ces fruits ne seraient pas aussi doux que je l'imaginais. Cette année-là, j'avais parfaitement achevé ma préparation pour le baccalauréat. Ma convocation était en main, mes connaissances étaient solides, et mon esprit était prêt pour la bataille. Plus qu'une semaine. Dans une semaine, je franchirai le seuil qui déciderait de mon destin, et c'est là que le désastre a frappé. C'était un après-midi de fin mai. Le soleil tapait fort. Mon père travaillait sur un chantier de construction en ville, et il manquait de bras pour transporter des matériaux. Voulant gagner un peu d'argent de poche avant l'examen, j'ai demandé la permission à ma mère et je suis allé aider mon père sur le chantier. Le travail était éreintant, mais je ne pouvais pas me plaindre. Mon dos était trempé de sueur, à force de porter de lourds sacs de ciment. Je grimpais sur un vieil échafaudage pour transporter des briques, quand, soudain, un tube d'acier rouillé a glissé des mains d'un ouvrier qui travaillait au-dessus. Je n'ai pas eu le temps de réagir. J'ai juste senti un grand bang suivi d'une douleur fulgurante. Le tube m'a heurté à la tête et un éclat de métal projeté par l'échafaudage s'est logé dans mon œil droit. Je suis tombé, mais heureusement, mon père s'est précipité pour me rattraper. Après cela, tout est devenu flou. Je ne me souviens que du cri de désespoir de mon père, de la foule qui s'attroupait et de la douleur atroce. J'ai été transporté à l'hôpital local. Après une opération d'urgence, le médecin a annoncé une nouvelle qui a anéanti mes parents. Mon œil droit était gravement endommagé, et si je n'étais pas opéré immédiatement, je risquais de perdre la vue de manière permanente. Ma tête avait également subi un choc et nécessitait une observation. L'argent, on verra plus tard. Sauvez l'œil de mon fils, je vous en supplie. La voix de mon père tremblait, et les larmes coulaient sans cesse. C'était la première et la dernière fois que je voyais mon père pleurer. Mes parents ont cherché de l'argent de tous les côtés. Voisins, parents, connaissances, ils ont emprunté à quiconque pouvait les aider. Ma mère a même mis en gage son alliance, son seul bien précieux et son souvenir le plus cher. Mon père a vendu la truie, la principale source de revenus de la famille. En moins d'une semaine, notre famille s'est retrouvée endettée de plusieurs dizaines de milliers de francs. Pour notre famille pauvre, c'était une somme colossale dont nous ne savions pas quand nous pourrions la rembourser. L'opération a réussi et a sauvé la vue de mon œil droit, mais elle n'était plus parfaite. Ma vision avait nettement baissé, tout me paraissait flou, et je ressentais souvent une douleur lancinante. L'accident s'est produit au moment où je devais être le plus concentré. Une semaine d'hospitalisation, une lutte contre la douleur et l'angoisse. Quand je suis sorti de l'hôpital, le baccalauréat était déjà terminé. Mon fils, ne sois pas trop triste. La santé est ce qu'il y a de plus important. Tu pourras le repasser l'année prochaine, a tenté de me consoler ma mère, mais sa voix était brisée par le chagrin. En voyant les visages émaciés et épuisés de mes parents, en sentant la longue cicatrice sur ma tête et la douleur pesante dans mon œil droit, j'ai su que tout avait changé. Je n'étais plus l'élève brillant plein d'espoir. J'étais devenu un fardeau pour mes parents, une montagne de dettes. Le jour de mon retour à la maison, un lourd silence s'est installé. Mes parents ne parlaient plus d'études ni d'examens. Ils se concentraient uniquement sur mes soins et sur la manière de rembourser les dettes.
Allongé sur mon lit, je me maudissais pour mon impuissance. Si seulement j'avais été plus prudent, si seulement je n'étais pas allé sur ce chantier, les choses n'en seraient pas arrivées là. Mon rêve d'université n'avait pas été brisé par un manque de capacité, mais par un coup du sort. Pauvre misérable maudit, me disais-je. Tu as déshonoré tes parents. Mon père a dû chercher des travaux encore plus durs et pénibles pour rembourser les dettes. Ma mère, elle, acceptait des travaux de couture la nuit. Le bruit de la machine à coudre et la toux sèche de mon père sont devenus la sinistre musique de fond de ma vie. J'ai essayé de me reconcentrer, mais toutes mes tentatives étaient vaines. Avec mon œil droit, tout était flou et douloureux. La pression et la culpabilité m'écrasaient, m'empêchant de m'asseoir tranquillement à mon bureau. J'avais l'impression d'entraîner mes parents dans un abîme sans fin. La période du baccalauréat de cette année-là a été un cauchemar. Pendant que mes amis parlaient avec enthousiasme de leurs projets et des villes où ils iraient, je baissais la tête et restais silencieux. Je n'avais plus le courage de les regarder dans les yeux. Je savais qu'avec notre situation financière, il était impossible de redoubler l'année suivante. Les frais de subsistance et le remboursement des dettes étaient déjà un fardeau écrasant. Je ne pouvais pas laisser mes parents travailler jusqu'à l'épuisement à cause de moi. Tant pis, j'ai décidé d'accepter mon destin et d'abandonner mon rêve. J'ai décidé d'aider mon père au champ. Au moins, je pourrais alléger un peu leur fardeau. Mais une autre douleur persistait dans mon cœur. Une douleur qui n'était pas due à l'échec ou à la maladie. Après l'accident, mon état de santé ne me permettait pas de passer les épreuves normalement. Mais mes parents croyaient au miracle et ne voulaient pas que j'aie de regrets. Alors ils m'ont fait passer l'examen en session de rattrapage après ma sortie de l'hôpital. Je savais que c'était juste pour la forme. J'ai passé les épreuves le cœur vide. Mon œil droit me faisait constamment mal, les lettres se brouillaient, et je ne pouvais pas me concentrer. Et les résultats sont tombés. Il me manquait exactement 2 points pour être admis dans la filière que je voulais. 2 points. Ce chiffre résonnait comme la plus grande ironie du sort. Sans l'accident, si j'avais eu une semaine de plus pour étudier, si seulement je ne m'étais pas blessé à l'œil. 2 points seulement. C'est la faute à pas de chance, mon fils. Si tu le repasses l'année prochaine, tu réussiras à coup sûr. Ma mère essayait encore de m'encourager, mais je savais que ce n'étaient que des paroles de réconfort. J'ai vu les reconnaissances de dette sur le bureau, les visages décharnés de mes parents, le bras squelettique de ma mère reprisant des vêtements déchirés. Je ne pouvais plus être égoïste. « Maman, je ne redoublerai pas », ai-je dit d'une voix faible. « Je vais rester à la maison, aider papa au champ et rembourser nos dettes. » Mon père fumait une cigarette. En entendant mes paroles, il a juste poussé un long soupir silencieux. Ma mère m'a serré la main. « Non, mon fils. Papa et maman ont trimé toute leur vie, mais nous voulions que tu aies un bon métier et une vie confortable. Tu ne peux pas abandonner comme ça. » « Ce n'est pas abandonner. Je dois penser à la famille d'abord. Je ne peux pas vous voir vous tuer à la tâche à cause de moi, » ai-je expliqué en ravalant mes larmes. À partir de ce jour, je suis officiellement devenu agriculteur. J'ai suivi mon père dans les champs pour apprendre à labourer et à semer. Mes mains, qui n'avaient tenu qu'un crayon, étaient douloureuses et couvertes d'ampoules à force de manier la houe et la faucille. Mon œil était toujours faible, et sous le soleil brûlant, je devais plisser les yeux pour à peine distinguer les sillons. Chaque nuit, mon corps me faisait mal, mais la douleur physique n'était rien comparée à la douleur morale. J'ai rangé tous mes livres et manuels dans une boîte que j'ai cachée au fond d'une vieille armoire. C'étaient les reliques de ma jeunesse pleine d'ambition et de mon rêve mort. Je n'avais pas le courage de les rouvrir. J'avais peur que le regret ne me submerge. Un sentiment de perte et de vide me poursuivait constamment. J'ai vu mes amis du village faire leurs valises avec excitation pour partir en ville. Je les ai entendus parler de leur nouvelle école, de leur nouvelle vie. Moi, je me tenais en retrait et faisais mon travail en silence. Les gens du village ont recommencé à jacasser. Même Julien, qui était si bon élève, a échoué. À quoi bon lui avoir payé des études pour gaspiller tout cet argent? Finalement, il retourne à la terre. C'est ce qui arrive quand un enfant de pauvre vise trop haut. Ces paroles ne m'étaient pas directement adressées, mais elles me faisaient plus mal que n'importe quelle blessure. Je savais que mes parents devaient aussi supporter ces murmures. Je n'en voulais pas au destin. Je m'en voulais à moi-même de ne pas avoir été assez fort pour affronter l'adversité. Je pensais que ma vie serait désormais liée au champ et à l'odeur de la terre.
que je deviendrais un agriculteur bon et bourru comme mon père, que mon objectif serait de travailler dur pour économiser soit après, soit afin de rembourser les dettes de mes parents. Le rêve de devenir ingénieur ou professeur s'était évanoui dans un passé lointain. Mais au fond de mon cœur, j'étais toujours en colère. Je ne pouvais pas me satisfaire de cette vie, je ne pouvais pas accepter cet échec, je ne pouvais pas tolérer d'être un fardeau pour mes parents. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail. Je voulais oublier la douleur et les regrets par le labeur. Je voulais montrer à mes parents que même si je n'étais pas allé à l'université, j'étais toujours un fils dévoué. Ma nouvelle vie a ainsi commencé, pénible, solitaire et remplie d'un sentiment d'infériorité. Mon ancien moi, brillant et plein de vie, avait disparu. J'étais devenu silencieux, taciturne, et j'évitais les gens. Et dans cette période sombre, j'avais plus que jamais besoin des encouragements de Chloé. Chloé, qui m'avait promis de m'attendre, qui m'avait dit qu'elle m'aimait. Mais Chloé aussi avait changé. Mon premier amour, Chloé, avait grandi dans la maison voisine. Notre amour était pur et limpide comme l'eau du puits du village. Chloé était jolie, enjouée et assez bonne élève. Elle était ma plus grande source de force. Même après mon accident, Chloé venait souvent me voir, m'apportant de la soupe et des médicaments. Elle me réconfortait et me promettait de toujours rester à mes côtés. Je croyais aveuglément en cette promesse. Je pensais que même si je n'allais pas à l'université et que j'avais un handicap à l'œil, au moins, j'avais Chloé. Mais dans ce monde, le mot pauvreté pèse parfois plus lourd que le mot amour. Un après-midi, alors que j'étais assis sur le perron, en train de repriser de vieux vêtements pour travailler au champ, Chloé est venue me voir. Elle portait des vêtements neufs, et son visage, habituellement illuminé d'un sourire radieux, affichait une expression gênée et mal à l'aise. « Julien, il faut que je te parle », a-t-elle commencé d'une voix moins affectueuse qu'auparavant. « Oui. Dis-moi », ai-je répondu, envahi par un pressentiment funeste. Chloé s'est assise en face de moi, m'a regardé un long moment, puis a finalement ouvert la bouche. « Julien, je suis désolé. Je pense qu'il vaut mieux qu'on arrête de se voir. » Ces mots étaient doux, mais ils m'ont poignardé en plein cœur. Je suis resté abasourdi, sans même remarquer l'aiguille que je tenais tombée par terre. « Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé d'une voix rauque. « Je sais que ça va te faire de la peine. Je sais que tu as traversé une épreuve difficile. Mais on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, Julien. Tu n'es pas allé à l'université, tu as un œil abîmé, et maintenant tu vas devoir travailler la terre. Et moi, je ne veux pas être la femme d'un paysan. Je veux partir en ville, avoir une vie meilleure. » Chloé parlait en regardant au loin, incapable de me fixer. J'ai réprimé mes émotions, et j'ai dit d'une voix tremblante, « Tu m'avais promis d'attendre. Tu avais dit qu'on surmonterait ça ensemble. Je suis désolé, je te considérerai juste comme un bon ami. L'amour et l'avenir, ce sont deux choses différentes. Mes parents s'opposent à ce que j'épouse un homme sans avenir et criblé de dettes. » Chloé a terminé sa phrase, s'est levée, m'a jeté un regard compatissant, puis a baissé la tête. « J'espère que tu comprendras. J'espère que tu trouveras quelqu'un de mieux rapidement. » Je suis resté assis là, figé. Je n'ai pas pu la retenir, ni dire un mot de plus. Tout s'était passé si vite, si soudainement. En un mois, j'avais perdu mon rêve, ma santé et maintenant mon amour. Je n'étais plus triste de ne pas être allé à l'université. Je me sentais juste stupide et misérable. L'histoire ne s'est pas arrêtée là. Une semaine plus tard à peine, une nouvelle rumeur s'est répandue dans tout le village. Chloé s'était fiancée à Maxime, le fils du propriétaire de l'entreprise de construction locale. Maxime était riche et venait d'une bonne famille. Il n'était pas bon élève, mais il était évident que son père lui trouverait une place dans son entreprise plus tard. Le jour des fiançailles de Chloé et Maxime, le village était rempli de musique bruyante et de pétards. Ma mère, craignant que je sois blessé, m'a fait rentrer à la maison et a fermé la porte à double tour, mais le bruit s'infiltrait à l'intérieur comme pour se moquer de moi. Par la fente de la fenêtre, j'ai vu Chloé, vêtue d'une magnifique robe traditionnelle, un sourire heureux aux lèvres. Elle riait aux éclats à côté de Maxime, et il n'y avait plus aucune trace de gêne ou de remords sur son visage. À cet instant, mon cœur est devenu de glace. Le mépris a remplacé la tristesse. Elle ne méritait ni mon amour, ni mes promesses. « Mon fils,
Ce n'était pas la bonne. Ne sois pas si triste. Tu trouveras quelqu'un de bien mieux que Chloé, m'a consolé ma mère en me caressant le dos. Je ne suis pas triste, maman. Je me suis juste trompé sur son compte, ai-je répondu d'une voix froide et sans émotion. Mon premier échec dans la vie m'a appris une leçon coûteuse. J'ai appris que dans ce monde, l'argent et l'avenir matériel sont parfois plus importants que les sentiments. J'ai appris que ceux qui promettent d'être à vos côtés quand vous tombez au plus bas sont les premiers à vous tourner le dos. J'avais tout perdu. Mon rêve, ma santé, mon amour. Il ne me restait que mes parents et une énorme dette. À 20 ans, ma vie était coincée dans une impasse sombre et sans issue. J'allais accepter ma vie d'homme solitaire et silencieux, travaillant la terre. Mais mes parents ne voulaient pas que je mène une telle vie. Ils ont commencé à s'inquiéter de mon mariage. Julien, tu as l'âge maintenant. Il faut que tu te maries, que tu aies des enfants et que tu continues la lignée. Nous sommes vieux. Nous voulons tenir nos petits-enfants dans nos bras. Un soir calme, mon père a parlé. Je comprenais l'inquiétude de mes parents. Ils avaient peur que je ne me marie jamais à cause de mon handicap à l'œil et de mes dettes. Et c'est ainsi que mes parents ont commencé à préparer en silence un projet de mariage que je ne voulais absolument pas, mais que je ne pouvais pas refuser. Ma vie, marquée par des échecs successifs, allait bientôt connaître un tournant majeur, un mariage forcé. J'étais convaincu que ce mariage ne m'apporterait aucun bonheur. Après le mariage de Chloé avec Maxime, je me suis muré dans un profond silence. Mes parents, voyant leur fils devenir de plus en plus taciturne et souffrant de son œil, étaient morts d'inquiétude. Ils craignaient que je ne vieillisse seul. Dans les vieilles mentalités de ma campagne, ne pas perpétuer la lignée était une grave offense aux ancêtres, un acte d'impiété filiale. Un soir, mon père fumait sa pipe, la fumée emplissant notre petite maison. Ma mère, assise à côté de lui, regardait les braises puis me jeta un regard coupable. « Julien, ne nous en veux pas d'aller trop vite. Tu as 20 ans maintenant. À ton âge, d'autres font déjà une famille. Nous voulons te trouver une bonne épouse. » J'ai posé la houe, qui était appuyée contre le mur, et me suis adossé à un pilier. « Maman, avec mon œil et mes dettes, je ne veux pas gâcher la vie de quelqu'un d'autre. Je penserai au mariage plus tard, tranquillement. » Mon père tapa sa pipe sur le sol. Sa voix était ferme, n'admettant aucune contestation. « Il n'y a pas de plus tard. Ton problème à l'œil, nous en sommes responsables. Ton échec, nous le porterons aussi. Mais tu ne peux pas vivre sans femme. Sans épouse, qui s'occupera des rites funéraires? Qui prendra soin de toi quand tu seras vieux? Je savais que mes parents faisaient cela pour moi, mais comment trouver une jeune fille convenable qui accepterait un jeune homme pauvre et handicapé comme moi? Aborder ce sujet était une humiliation inutile. Une semaine plus tard, ma mère invita chez nous Madame Bernard, une femme réputée dans le village pour être une excellente entremetteuse. Madame Bernard but de son thé et soupira longuement. « Ah, mes chers amis, c'est une affaire bien difficile. Je sais que Julien est un bon garçon, travailleur, mais avec son œil et cette dette, quelle jeune fille de bonne famille voudrait l'épouser? » En entendant ces mots, les visages de mes parents se remplirent d'inquiétude. Mon père la supplia. « Madame Bernard, s'il vous plaît, aidez-nous. Pour l'argent, nous nous arrangerons. Trouvez-nous juste une personne de bon cœur. » Madame Bernard but une autre gorgée de thé et baissa la voix. « Il y aurait bien une possibilité, mais j'ai peur que cela ne vous plaise pas, ni à vous ni à Julien. C'est un cas un peu particulier. » Mes parents devinrent immédiatement impatients. « Particulier ? Pourvu qu'elle soit gentille, c'est tout ce qui compte. C'est la fille du menuisier du village voisin, elle s'appelle Sophie. Elle a 32 ans cette année, donc 12 de plus que Julien, et elle a une très mauvaise réputation. » En entendant cela, je fus stupéfait. Sophie, ce nom ne m'était pas inconnu. Il était associé depuis plusieurs années à des rumeurs qui avaient fait le tour des villages voisins. On disait qu'elle était laide, une vieille fille, et qu'elle était maudite. « Est-ce que cette jeune femme a un problème ?» demanda ma mère avec précaution. « Physiquement, non, mais sa réputation est mauvaise à cause de son apparence et de son caractère solitaire. À l'origine, c'était la plus belle fille du coin. Elle devait épouser un jeune homme de Paris. Mais juste avant le mariage, elle a attrapé une maladie étrange qui lui a couvert le corps de plaques et lui a laissé des cicatrices sur le visage et le corps. En voyant ça, le jeune homme s'est enfui. Depuis,
Elle vit recluse, à l'abri des regards. Tout le monde murmure qu'elle est devenue un monstre hideux. En entendant cette histoire, ma mère fut prise de pitié. Oh, mon Dieu, pauvre fille, c'est à cause d'une maladie. L'important, c'est de savoir si elle accepterait d'épouser notre Julien, demanda mon père, allant droit au but. Madame Bernard agita la main. Il faudra voir. Mais sa famille est aussi très inquiète. Leur fille prend de l'âge, et avec de telles rumeurs, ils cherchent un homme sérieux et bon. Julien est pauvre, mais il est gentil et instruit. Alors, je peux essayer d'en parler délicatement. Mais je vous préviens, si vous épousez cette fille, il faudra vous préparer à être la risée de tout le monde. J'écoutais en silence, envahi de sentiments contradictoires. Je ne voulais pas épouser une femme de 12 ans mon aînée, avec une si mauvaise réputation. Mais je savais que c'était peu, être ma dernière chance de remplir mon devoir de fils. Si je ne me mariais pas, mes parents ne pourraient jamais fermer les yeux en paix. J'ai accepté mon destin. Je savais que mes parents avaient dû vendre jusqu'à l'âme de leur fils pour sceller cette union difficile. Les jours suivants, j'ai vécu comme sous un nuage sombre. La blessure de l'abandon de Chloé n'était pas encore cicatrisée que je devais épouser une femme plus âgée, réputée pour être hideuse. Madame Bernard est allée rendre visite à la famille de Sophie. En attendant des nouvelles, j'en ai appris davantage sur elle. Elle était la fille de M. Dubois, qui tenait une petite menuiserie. Il n'était pas riche, mais sa famille était considérée comme assez aisée dans le village. La nouvelle de mon mariage se répandit comme une traînée de poudre, et les gens se moquaient de moi. Julien, qui se prenait pour un génie, va finalement épouser une vieille fille. Et la plus laide de toute la région en plus. La pauvreté, ça ne pardonne pas. Un infirme endetté qui épouse une vieille femme laide, ils se sont bien trouvés. Sa vie est finie. Je me suis mis à éviter de sortir de chez moi, me contentant de travailler en silence. Les paroles des voisins étaient comme des aiguilles qui transperçaient ce qui me restait de fierté. Les histoires sur l'apparence de Sophie, en particulier, étaient amplifiées au point de devenir des contes d'horreur. Les gens disaient que sa peau s'était décollée pendant sa maladie, ne laissant que des cicatrices hideuses. Elle ressemble à un fantôme. Sa maladie est incurable, et elle se couvre toujours le visage, disait une femme en frissonnant. Certains décrivaient même en détail la beauté passée de Sophie. Avant, elle était vraiment magnifique. Grande, la peau blanche comme du lait, mais après sa maladie, elle est devenue une autre personne. Sa peau est devenue rugueuse et ridée comme de l'écorce. À cause de ces rumeurs effroyables, Sophie vivait en recluse depuis des années. Elle ne sortait presque jamais de chez elle, et quand elle le faisait, elle portait toujours un chapeau à large bord et un fin voile pour cacher son visage. On disait même que ses propres parents avaient du mal à voir son visage nu. En entendant ces histoires, mon cœur se serra. Je n'étais pas quelqu'un qui accordait de l'importance à l'apparence. Mais l'idée de devoir vivre toute ma vie avec une femme dont je n'oserais même pas regarder le visage me semblait être une épreuve terrible. Aurais-je ce courage? Mais je me suis vite ressaisi. Sophie était aussi une victime du destin. Elle aussi avait connu la douleur d'être abandonnée par l'être aimé à cause de son apparence. Peut-être comprendrait-elle la souffrance de quelqu'un comme moi, acculé par la vie. J'ai pensé à mes parents. Si seulement je prenais une épouse, ils seraient rassurés. Si Sophie était une femme sage, sérieuse et capable de bien tenir un foyer, je pourrais l'accepter. Je ne rêvais plus d'un amour romantique comme celui avec Chloé. La vie m'avait appris une amère leçon. L'amour seul ne nourrit pas son homme. Après 3 jours d'attente, Madame Bernard est revenue. Elle apportait de bonnes nouvelles. La famille de M. Dubois avait accepté une rencontre. Il ne demandait pas de dot extravagante, seulement que Julien soit un homme sincère et bon. Ma mère, folle de joie, s'est empressée de servir le thé. Mon père ne disait rien, mais une lueur d'espoir brillait dans ses yeux. N'ont-ils pas d'autres exigences pour la dot? Non, juste un repas chaleureux avec les parents et quelques cadeaux symboliques selon la coutume. Cependant, Sophie a une demande particulière. Quelle demande? Elle veut rencontrer Julien en personne, pour voir l'état de son œil et juger de son caractère. Après avoir été abandonnée une fois, elle ne croit plus aux belles paroles. Elle veut juger par elle-même l'homme qui prendra la responsabilité d'elle. En entendant cela, je me suis senti face à un défi. Elle, que tout le village pointait du doigt, voulait me mettre à l'épreuve. Mais je savais que c'était ma seule chance, j'ai accepté. Je devais lui montrer que, malgré mon handicap,
J'étais un homme responsable et sincère. Plus j'entendais parler de Sophie, plus ma compassion pour elle grandissait. Elle était le reflet de moi-même, une personne que le destin et le monde avaient rejetée à cause d'un accident non désiré. Avant notre rencontre, mes parents m'ont raconté plus en détail la tragédie de Sophie. À 20 ans, Sophie était la fierté de la famille Dubois. Elle n'était pas seulement belle, mais aussi intelligente et débrouillarde. Les gens du village l'appelaient la fleur du pays. De nombreux hommes, des jeunes du village aux fonctionnaires, faisaient la queue pour la demander en mariage, mais elle les avait tous refusés. Son amour fatidique fut un homme de Paris nommé Alexandre. Alexandre était le fils d'une famille riche. En déplacement dans la région, il était tombé amoureux de Sophie et lui avait promis une vie luxueuse en ville. La date du mariage fut fixée et des cadeaux somptueux, qui firent l'envie de tout le village, furent échangés. Mais une semaine à peine avant la cérémonie, la catastrophe frappa. Sophie contracta une maladie de peau rare. Elle n'était pas mortelle, mais tout son corps, et surtout son visage, se couvrit de plaques rouges et gonflées qui laissèrent des cicatrices horribles. En apprenant la nouvelle, Alexandre fut horrifié. Lors de sa première visite à l'hôpital, il tenta de la rassurer en lui murmurant des paroles d'amour vides de sens. Mais à partir de la deuxième et troisième visite, il prétexta être occupé et cessa de venir. Finalement, les parents d'Alexandre vinrent trouver M. Dubois. Ils lui tendirent une épaisse enveloppe d'argent accompagnée d'excuses glaciales. « Monsieur Dubois, pour être franc, nous ne pouvons pas accepter Sophie comme belle-fille. Notre fils est destiné à de grandes choses, et il a besoin d'une épouse parfaite, pas d'une femme avec un tel défaut au visage. Considérons que cela n'a jamais eu lieu. Acceptez ces cadeaux en guise de dédommagement. » Monsieur Dubois, furieux, les chassa, mais l'honneur de Sophie était déjà en miettes. Par la suite, Sophie guérit, mais son visage était complètement transformé. Les cicatrices irrégulières et la peau rugueuse l'empêchaient de se regarder dans un miroir. Le choc d'avoir été abandonnée par l'homme qu'elle aimait le plus avait complètement changé Sophie. Elle souffrait non seulement de son apparence, mais aussi de la trahison du cœur humain. Elle avait compris que pour Alexandre, elle n'était qu'un joli vase à exposer, pas une épouse avec qui partager les épreuves. La pauvre. Depuis, elle ne fait plus confiance à aucun homme. Elle a juré de vivre en silence et de ne plus jamais montrer son visage à personne, me raconta ma mère, la voix brisée par la pitié. En entendant cette histoire, j'ai ressenti une profonde empathie. Les cicatrices physiques de Sophie étaient comme mes cicatrices mentales. Elle avait été abandonnée parce qu'elle était laide, et moi parce que j'étais pauvre et handicapé. Nous étions tous les deux des êtres imparfaits, marginalisés par la société. Si c'est une bonne personne, ma blessure à l'œil n'est rien. Ne vous inquiétez pas, ai-je dit à mes parents. Ma voix n'avait plus d'amertume, mais était empreinte de résignation. J'ai décidé d'être le plus sincère possible avec Sophie. Pas de faux amours ni de promesses en l'air. Je lui parlerai honnêtement de ma situation et de mes dettes, et je lui ferai une seule promesse: être un mari sérieux et responsable, et ne jamais l'abandonner à cause de son apparence. Cette rencontre n'était pas pour moi un choix d'épouse, mais une rencontre entre deux âmes malheureuses, cherchant une compréhension mutuelle. J'espérais que Sophie reconnaîtrait ma sincérité. Même si j'avais accepté mon sort, au fond de moi, je me sentais toujours lésé et injustement traité. J'avais à peine 20 ans, toute la vie devant moi. Je ne pouvais pas accepter de me marier avec une femme de 12 ans, mon aînée, simplement parce que j'étais pauvre et handicapé. La veille de la rencontre, la colère que j'avais longtemps réprimée a explosé. En allant à la cuisine, j'ai vu ma mère préparer une infusion de thym pour que je puisse me laver. « Maman, je n'irai pas, je ne me marierai pas avec cette Sophie », ai-je déclaré fermement. Ma mère, surprise, laissa tomber le thym qu'elle tenait. « Julien, que dis-tu là? Pourquoi ne pas y aller? Tout est décidé. Nous avons promis à Madame Bernard et à la famille Dubois. » « Je n'ai rien promis, c'est votre décision. Je ne peux pas me marier avec quelqu'un que je n'aime pas, qui a tellement d'années de plus que moi, juste pour vous faire plaisir. Je préfère rester seul toute ma vie, plutôt que de vivre un mariage forcé sans bonheur. » Ma mère s'est effondrée sur une chaise. Ses yeux étaient remplis d'une tristesse infinie. « Mon fils, pourquoi dis-tu des choses si insensées? Tu ne penses pas à ton père et à moi? Penses-tu qu'une autre femme t'acceptera avec ta blessure à l'œil et tes dettes? Tu croyais que Chloé était une bonne fille? Elle t'a abandonné parce que tu étais pauvre. Je sais.
Mais ce n'est pas une raison pour épouser Sophie simplement parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Mon père, habituellement silencieux, est entré, attiré par notre dispute. Il m'a regardé avec une déception extrême. Qu'as-tu dit à l'instant? Sa voix était plus sévère que jamais. Je ne me marierai pas avec Sophie, ai-je répété en essayant de garder mon calme. Mon père s'est approché de moi. Il ne m'a ni frappé ni grondé, mais son attitude me faisait plus peur que n'importe quel châtiment. Il a écrasé la cigarette qu'il tenait sur la table. Je croyais que tu deviendrais un homme exceptionnel et que tu ferais honneur à notre famille. Mais tu as tout gâché avec cet accident. Je ne t'en veux pas pour ça. Mais maintenant, tu oses défier ma volonté pour ton mariage? Veux-tu que tes parents meurent sans pouvoir fermer les yeux en paix? Père, ce n'est pas ce que je veux dire. Ne cherche pas d'excuses, a crié mon père en me coupant la parole. Les fils des autres, à 20 ans, sont des adultes qui se prennent en charge. Et toi, tu ne fais que t'accrocher à une vaine fierté. Tu te plains que Sophie est vieille et laide? Et toi, en quoi es-tu mieux qu'elle pour exiger quoi que ce soit? Mon père a pointé mon œil. Ton œil est-il en parfait état? Tes mains sont-elles intactes? La maison est criblée de dettes. Regarde-toi un peu. Pour qui te prends-tu pour juger les autres? Les paroles de mon père m'ont fait l'effet d'une douche froide. Elles révélaient la dure réalité que j'avais essayé d'ignorer. Je me suis tu. Sa famille a dit qu'elle n'avait besoin ni de dot, ni de richesse. Juste d'un fils sérieux et bon. Ils ont fait l'effort de t'accepter, et toi, que veux-tu de plus? Penses-tu que si tu vis sans femme, ton père et ta mère pourront mourir en paix? La voix de mon père a tremblé à la fin, et ses yeux se sont rougis. Ma mère s'est jetée dans ses bras en sanglotant. Mon fils, s'il te plaît, arrête de nous faire souffrir. Marie-toi. Si tu as une femme, des enfants, nous pourrons partir en paix. J'ai regardé mes parents, j'ai vu le désespoir et la douleur dans leurs yeux. Ils s'étaient sacrifiés toute leur vie pour moi. Maintenant, si seulement j'acceptais ce mariage, ils seraient satisfaits. J'ai baissé la tête, ma résistance est évanouie. J'avais perdu contre le destin, contre les circonstances, et contre l'amour infini de mes parents. D'accord, j'irai, je ferai comme vous le souhaitez. Ma voix était complètement dépourvue de vie. Mon père m'a regardé longuement, puis a poussé un soupir de soulagement. Bien, tu es grand maintenant, tu dois être raisonnable. Des parents n'envoient pas leur enfant à sa perte, va la rencontrer, parle-lui poliment. À partir de ce moment, j'ai accepté. J'ai accepté que j'étais un raté, que je n'avais plus le droit de décider de ma propre vie. J'ai décidé d'accepter ce mariage arrangé, en pensant que c'était mon dernier sacrifice pour mes parents. Le lendemain matin, mes parents m'ont préparé avec soin pour mon départ. Mon père a vidé toutes les économies de la maison pour me donner de l'argent pour le transport et les dépenses, en me recommandant d'être poli. Ma mère m'a préparé une soupe chaude et m'a mis un œuf dur dans la main. Fais bon voyage. Va et raconte tout honnêtement. Maman croit que cette Sophie est une personne de bon cœur et qu'elle te comprendra, m'a-t-elle recommandé d'un regard mêlé d'inquiétude et d'espoir. J'ai enfilé ma chemise la plus usée et la plus délavée. Mon reflet dans le miroir n'était pas celui d'un jeune homme de 20 ans. Un visage émacié, des yeux fatigués et un œil au regard vide. Les lèvres brillantes d'autrefois avaient disparu, remplacées par un homme rongé par l'infériorité et l'échec. Je me suis dirigé d'un pas lourd vers la gare routière. Ce chemin ressemblait à celui d'un mendiant. Un chemin pour mendier la pitié d'autrui et trouver un refuge. La maison de M. Dubois se trouvait dans un village bien plus aisé que le nôtre. Contrairement à notre masure en pisé, leur maison était belle et propre. Quand je suis entré, Madame Bernard m'attendait déjà. Elle m'a fait entrer, et le couple Dubois m'a accueilli chaleureusement, m'invitant à m'asseoir à une table en bois verni. C'est donc vous, Julien, un garçon si gentil et si présentable, c'est vraiment dommage que vous ayez eu cet accident, a dit M. Dubois d'une voix douce. J'ai incliné la tête pour saluer, en essayant de garder mon sang-froid. Nous avons échangé quelques banalités. M. Dubois m'a interrogé sur mon travail, mes parents et mon rêve d'études interrompu. J'ai répondu honnêtement à tout. Mon seul rêve était d'aller à l'université. J'aimais étudier, mais la vie en avait décidé autrement. J'ai avalé mon amertume. Alors que la femme de M. Dubois servait le thé, la porte de la pièce voisine s'est ouverte. Sophie est apparue.
Comme le disaient les rumeurs, elle portait des vêtements à manches longues et un chapeau à large bord avec un fin voile qui cachait la majeure partie de son visage. Je ne pouvais voir que son petit menton et ses lèvres pâles. Elle n'était pas belle, mais elle dégageait une atmosphère étrangement calme et douce. Elle s'est approchée d'un pas lent mais assuré et s'est assise en face de moi. « Bonjour, monsieur Julien. Je suis Sophie. » Sa voix n'était pas stridente ou horrible comme je l'avais imaginé, mais calme et chaleureuse. « Bonjour, madame Sophie, ai-je répondu. J'ai essayé de regarder droit à travers le fin voile qui couvrait son visage. Je ne voulais pas paraître craintif ou curieux. Sophie ne dit plus rien et m'observa en silence. Je me sentais comme si j'étais jugé, mis à nu devant elle. Le silence s'éternisant, l'atmosphère devint de plus en plus tendue. Finalement, Sophie a pris la parole. Sa voix avait quelque chose de froid et de tranchant. « Monsieur Julien, j'ai entendu parler de vous, que vous étiez un excellent élève, que vous avez eu un accident, et même que votre fiancé vous a quitté. » J'ai serré les poings. Elle avait touché ma blessure en plein cœur. « Alors, je voudrais vous poser une question. Pourquoi voulez-vous m'épouser? Est-ce parce que vous n'avez pas le choix, pour rassurer vos parents? Ou est-ce parce que vous ne vous souciez vraiment pas de mon apparence hideuse ?» La question de Sophie était comme un poignard qui me transperçait le cœur. Je ne pouvais pas mentir. J'ai regardé ses yeux sombres et perçants que je devinais à travers le fin voile. Dans son regard, j'ai senti un défi, de la douleur et une profonde solitude. « Madame Sophie, je vais être honnête avec vous. » Ma voix était plus ferme que jamais. Je ne suis pas un homme parfait. Je suis pauvre et handicapé. Si je veux vous épouser, c'est en partie pour mes parents, qui souhaitent avoir une belle fille et des petits-enfants, mais c'est surtout parce que je ne veux plus blesser personne. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui se soucie de l'apparence. J'ai été abandonné à cause de la pauvreté et de l'échec. C'est pourquoi je comprends votre douleur. Je ne peux pas vous faire de promesses en l'air. Je ne peux vous en faire qu'une seule. Votre beauté n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est votre cœur. Si vous m'acceptez, je serai un mari responsable et je vous promets de ne jamais vous abandonner, que ce soit pour votre apparence ou pour toute autre raison. Je prendrai soin de vous toute ma vie. Après mes paroles, le silence s'est de nouveau installé dans la pièce. J'attendais anxieusement la réponse de Sophie, sans savoir ce que le destin me réservait. Le salon de la famille Dubois resta plongé dans un long silence après ma confession. Mon cœur battait à tout rompre, chaque pulsation semblant annoncer un nouveau destin. Je regardais Sophie, toujours assise en silence derrière son voile. Son attitude était calme et mystérieuse. Les parents de Sophie, eux aussi, observaient la réaction de leur fille en retenant leur souffle. Ils devaient être habitués à cet entretien difficile que Sophie imposait à tous ceux qui tentaient d'entrer dans sa vie. Après un temps qui me parut assez long pour que la sueur perle sur mon front, Sophie bougea doucement. Elle ne se tourna pas vers moi, mais vers ses parents. Sa voix était toujours calme, mais cette fois, empreinte de fermeté et de sérénité. « Papa, maman, je l'épouse. » Ces 3 mots, si courts, portaient le poids de 1000 tonnes. Un soulagement soudain m'envahit. Même si ce mariage ne commençait pas par amour, j'avais au moins rempli mes responsabilités envers mes parents et trouvé une compagne de vie prête à accepter mes imperfections. Les visages des époux Dubois s'illuminèrent de joie. La mère de Sophie me prit la main avec un regard affectueux. « C'est merveilleux, merveilleux. Julien est un garçon si sincère. Je suis sûr que notre Sophie a bien jugé. » Monsieur Dubois était plus calme. Il se tourna vers moi. « Julien, vos parents sont des gens de bien, ils vous ont bien élevé. Pour la dot, comme nous l'avons dit, faisons simple. Ce qui compte, c'est que nous formions une famille qui s'aime. » Ce n'est qu'alors que Sophie se tourna vers moi, dans ses yeux perçants, une lueur que je ne pus déchiffrer. C'était peu, être de la satisfaction ou de la résignation face au destin. « Monsieur Julien, » commença-t-elle, « puisque vous êtes d'accord, j'aimerais que tout se fasse rapidement. Je n'aime pas les complications, et nous ne sommes plus assez jeunes pour hésiter. Je ne cherche pas un amant, mais un mari. » Je compris son intention. Elle voulait que la décision soit ferme et rapide, ne laissant à l'opinion publique ou à quiconque le temps d'intervenir. Elle ne voulait pas, non plus prolonger l'attente et le jugement du monde. « Je suis d'accord. J'en parlerai à mes parents, et nous fixerons une date au plus vite, » répondis-je. L'entremetteuse, Madame Bernard,
intervint immédiatement, la voix pleine d'entrain. Alors c'est parfait. Sophie a raison. Un mariage doit être célébré rapidement. Je trouverai une bonne date d'ici la fin de la semaine. Les parents de Julien doivent attendre avec impatience. Tout s'est déroulé bien plus vite que je ne l'imaginais. Je suis rentré chez moi avec la nouvelle de l'accord de Sophie. Mes parents étaient fous de joie, leurs visages émaciés s'illuminèrent. Ma mère, après s'être vantée auprès de mon père, courut chez Madame Bernard pour discuter de la date du mariage. Madame Bernard était à la hauteur de sa réputation. Elle trouva une bonne date dans les 2 semaines. Les parents de Sophie ne demandaient rien de plus qu'une cérémonie simple et chaleureuse. Ils firent juste passer le mot qu'ils espéraient que nous ayons rapidement un enfant pour les rassurer. Je savais qu'un mariage si précipité ferait à nouveau jaser dans le village. Les gens diraient que j'étais trop pressé, que j'avais pris ma décision trop facilement, mais je ne m'en souciais plus. Je voulais juste assumer mes responsabilités et voir mes parents heureux et rassurés. À partir de ce jour, ma vie sembla entrer dans une nouvelle phase. Je travaillais toujours au champ, mais l'image de ma future épouse occupait mes pensées. Une femme de 12 ans mon aînée, une femme avec des cicatrices et la profonde blessure de l'abandon. Je me suis fait une promesse. Julien, tu dois être fort. Tu dois être un homme mûr et responsable. Tu as fait une promesse à Sophie, tu ne dois pas la trahir. Quelle qu'elle soit, tu devras bien t'occuper d'elle toute ta vie. J'avais, d'une certaine manière, traversé le marécage de l'échec. Il était temps maintenant de vivre pour mes parents et pour la femme qui allait bientôt devenir mon épouse. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je croyais que ma sincérité et mon sérieux ne seraient plus trahis. La nouvelle de mon mariage avec Sophie se répandit dans tout le village et même dans les villages voisins. C'était le sujet de conversation le plus brûlant et la source de moqueries à peine voilées. Mon Dieu, Julien n'a que 20 ans et il épouse une femme de 32 ans. Et la plus laide du coin en plus. Décidément, la pauvreté ne pardonne pas. Lui qui se pavanait d'être bon élève, il finit par épouser une femme qui pourrait être sa grande sœur. Il est sûrement acculé et espère profiter de la situation de sa famille. Une femme laide et un homme avec un œil en moins, on ne pouvait pas trouver meilleur assortiment. C'est le destin qui les a réunis. Qui se ressemble s'assemble. Je devais entendre ces paroles méchantes chaque fois que je traversais le marché ou que je travaillais au champ. J'essayais de faire comme si je n'entendais pas, mais chaque mot était comme une lame invisible qui me transperçait le cœur. Ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas pour moi, mais pour mes parents qui devaient aussi endurer cette humiliation. Ils étaient habitués à la pauvreté et aux moqueries. Ils se contentaient de sourire et de laisser tout glisser. Ma mère me dit d'une voix pleine de tolérance, « Mon fils, ne te soucie pas de ce que disent les gens. Personne n'est parfait. Si tu vis honnêtement, le ciel le saura. Ne t'occupe pas des paroles des autres, mais ce qui me fit le plus souffrir, ce fut l'apparition de Chloé. Devenue la fiancée de Maxime, elle ne me laissait toujours pas en paix. Elle avait appris que je me mariais avec Sophie. Un matin, alors que je puisais de l'eau au puits du village, Chloé passa avec Maxime. Ils s'arrêtèrent devant moi. « Julien, j'ai entendu dire que tu te mariais. Toutes mes félicitations. Tu as trouvé la personne qu'il te fallait. » dit Chloé d'une voix intentionnellement forte, chargée d'une ironie non dissimulée. Je la regardai d'un œil froid. Je ne voulais plus lui adresser la parole. « Merci. Pas besoin de t'inquiéter pour moi, » répondis-je brièvement. Maxime, à côté de Chloé, ricana. « Chloé, pourquoi t'inquiéter pour lui? Il va bientôt épouser la reine des cicatrices, Sophie. Notre Julien a un goût très sûr. Il sait qu'une femme plus âgée saura bien s'occuper de lui. » Chloé éclata de rire en se couvrant la bouche. Son rire était plein de mépris. Maxime a raison. Julien, Sophie est une bonne personne, prends bien soin d'elle. Tu dois la chérir. En tout cas, te voilà casé. Je te souhaite d'être heureux. Et vivez bien, pour que les gens ne disent pas que qui se ressemble s'assemble. Elle répétait exactement les moqueries que les gens du village colportaient. Mon cœur se serra. Mais j'essayais de garder mon calme pour ne pas montrer ma faiblesse à Chloé. Je la regardais droit dans les yeux. Mon regard ne contenait pas de haine, mais un profond mépris. Merci de ton intérêt. Occupe-toi de tes affaires. Les miennes ne te regardent pas. Sur ce, Maxime entraîna Chloé. Ils s'éloignèrent en riant. Je suis resté là, à regarder leur dos.
Le jour où j'aimais Chloé, je pensais qu'elle était la meilleure femme au monde. Maintenant, je réalisais que je m'étais trompé. Sa beauté extérieure ne pouvait cacher la bassesse, l'égoïsme et la vulgarité de son âme. J'ai recommencé à puiser de l'eau. Des larmes se mêlèrent à ma sueur. Je ne pouvais pas m'effondrer. Je devais devenir plus fort, vivre une vie meilleure pour le montrer à Chloé et à tous ceux qui me méprisaient. Être riche et beau ne donne pas le droit d'écraser les autres. Je me suis armé de courage. Ce mariage n'est pas par amour, mais par responsabilité et acceptation. J'accepte Sophie, j'accepte ce mariage. Aussi laide que soit Sophie, je croyais qu'elle valait 10 000 fois mieux que Chloé. J'ai décidé de ne laisser personne gâcher mon mariage. Je devais célébrer cette cérémonie avec le plus de dignité possible, pour que mes parents puissent enfin relever la tête. Le jour du mariage arriva, et tout se déroula sobrement et proprement, comme convenu entre les deux familles. Mes parents faisaient semblant d'être heureux, mais je savais qu'ils étaient toujours inquiets à cause des murmures des voisins. Malgré tout, ils affichaient un large sourire et remplissaient leur rôle de parents. La famille de Sophie, sans être riche, avait tout préparé avec soin. Sophie est arrivée chez nous sur une vieille bicyclette. Pas de musique assourdissante ni de cortège, comme pour le mariage de Chloé, mais une atmosphère digne et chaleureuse. Ma fiancée, Sophie, avait toujours le visage couvert. Elle portait un costume traditionnel rouge et un grand voile qui cachait la majeure partie de son visage. Pendant la cérémonie, je n'ai pu voir aucune de ses expressions. Je l'ai juste vue s'incliner avec calme et respect devant mes parents et les invités. Cette apparence cachée ne fit qu'attiser les murmures. Tout le monde était curieux de voir le visage de cette mariée laide. Pendant la réception, je sentis la colère monter en moi. Mes rêves, la trahison de Chloé, ma blessure à l'œil, tout me revenait en mémoire. J'ai bu de l'eau de vie. Plus je buvais, moins la douleur semblait forte. Ma mère, me voyant boire excessivement, accourut, inquiète. « Mon fils, arrête de boire. C'est ta première nuit, tu dois te ménager. » Mon père m'emmena dans un coin tranquille. Il me regarda avec des yeux affectueux mais sévères. « Julien, écoute bien ton père. Maintenant que tu es marié, tu dois être un adulte. Sophie est ta femme, qu'elle soit plus âgée que toi ou non. Tu dois l'aimer et la protéger. C'est la femme qui t'a accepté quand tu étais au plus bas. Tu dois être responsable. Ne laisse pas les gens te traiter de vaurien. » Les paroles de mon père me réveillèrent. C'est vrai. J'avais fait une promesse. Je lui avais promis de bien m'occuper d'elle toute ma vie. J'ai hoché la tête et j'ai vidé mon dernier verre. La réception terminée, les invités sont partis. Ma mère m'a aidé à regagner ma chambre. Elle avait préparé une tisane chaude et m'a dit de la boire pour dessouler. Sophie est une fille gentille et profonde. Sois bon avec elle, et donnez-moi vite un petit-fils, a-t-elle murmuré. Après avoir bu la tisane, je me sentis un peu plus lucide. J'ai regardé la petite chambre nuptiale, que ma mère avait décorée avec des lanternes en papier rouge et une nouvelle couverture. Sophie était assise au pied du lit, toujours vêtue de son habit rouge, le voile sur le visage. Elle était assise là, immobile comme une statue. J'ai ressenti une peur invisible, la peur d'affronter la vérité, la peur d'affronter le visage couvert de cicatrices irrégulières dont les gens parlaient. Je ne me souvenais plus de la promesse que j'avais faite. Je ne voyais qu'un imbécile qui s'était engagé dans un mariage tragique. Je suis resté longtemps devant la porte, n'osant pas m'approcher. « Monsieur Julien, entendis-je la voix basse et douce de Sophie. Vous devez être fatigué de cette longue journée. Venez vous reposer. Ne restez pas là. » Surpris, je me suis approché lentement de la table. J'ai versé un verre d'eau fraîche et le lui ai tendu. « Sophie, buvez un peu, » lui dis-je. Sophie ne tendit pas la main et secoua doucement la tête. « Laissez-le là. La nuit est avancée. Reposons-nous. » Je compris son intention. Il était temps de retirer le voile, temps d'affronter ma femme. Même si elle était un monstre hideux comme le disaient les gens, je ne pouvais pas reculer. J'étais un homme et je devais assumer mes promesses. J'ai avancé d'un pas qui pesait 1 tonne. En arrivant devant Sophie, mon souffle se coupa. Le voile rouge foncé couvrait son visage, ne laissant rien paraître. J'ai tendu la main. Ma main tremblait légèrement. J'avais l'impression de poser un acte historique, un tournant irréversible de ma vie. J'ai fermé mon œil blessé et j'ai essayé de voir clairement avec mon œil valide.
Au moment où mes doigts allaient toucher le tissu fin du voile, Sophie a soudainement parlé. Sa voix n'était plus douce, mais basse, tranchante et ferme. « Attendez, monsieur Julien. » Surpris, j'ai retiré ma main. Mon cœur battait à tout rompre. J'avais peur qu'elle change d'avis, qu'elle me fasse une demande difficile. « Sophie, avez-vous quelque chose à dire ?» demandai-je d'une voix tremblante. Sophie était toujours assise droite, immobile. Chaque mot qu'elle prononça était comme une déclaration de guerre. « Préparez-vous. Vous avez entendu les rumeurs à mon sujet. Que je suis laide, un monstre couvert de cicatrices. Je ne vous en veux pas, mais je veux que vous voyiez la vérité en face. Quand j'aurai retiré le voile, si vous me trouvez trop horrible, vous pourrez partir. Je ne vous en voudrai pas. Mais, monsieur Julien, a-t-elle poursuivi d'une voix encore plus ferme, au moment où vous retirez ce voile, ce sera votre serment pour la vie. Rappelez-vous, je suis la femme qui vous a accepté, vous qui êtes pauvre et handicapé. Je n'ai pas besoin de votre apparence, j'ai besoin de votre sincérité. » Elle me mettait à l'épreuve. Elle testait mon dévouement, mon courage et ma promesse. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. Je me suis souvenu du regard de mes parents, de ma propre promesse. Votre beauté n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est votre cœur. Sophie, ma voix est devenue ferme, je vous l'ai déjà dit. J'ai été abandonné à cause de la pauvreté et de l'échec. Je ne suis pas quelqu'un qui s'attache à l'apparence. Si je suis ici, ce n'est pas pour votre beauté. C'est parce que j'ai échoué et que j'avais besoin d'une femme qui m'accepte. Mais je vous fais une promesse, quel que vous soyez, un monstre couvert de cicatrices ou la femme laide que les gens décrivent, je ne vous abandonnerai jamais. Je prendrai soin de vous toute ma vie. Je le jure devant le ciel et mes parents. Je fis un pas de plus et tendis à nouveau la main. Elle ne tremblait plus. Si vous m'avez entendu, permettez-moi de retirer le voile. Je suis prêt à affronter ma femme. Sophie resta silencieuse. Après un long, très long silence, elle hocha la tête, un mouvement à peine perceptible. Je n'hésitais plus. De mes deux mains, je soulevai lentement le voile rouge foncé. La faible lueur de la lampe à pétrole dans la chambre nuptiale sembla s'illuminer d'un coup. J'ai retiré le voile et, instinctivement, j'ai reculé d'un pas. Je m'étais préparé à affronter un visage couvert de cicatrices rugueuses et irrégulières, comme le disaient les rumeurs. Mais la vision qui s'offrit à moi me laissa sans voix. La femme assise devant moi n'était ni une femme laide, ni un monstre couvert de cicatrices. C'était une beauté époustouflante. De longs cheveux noirs et brillants, un visage fin et délicat, une peau blanche et lisse comme celle d'un bébé, de grands yeux pétillants. Il n'y avait aucune cicatrice, aucune imperfection sur son visage. Le magnifique habit rouge traditionnel ne faisait que rehausser sa beauté envoûtante. Un nez droit, des lèvres rouges, une mâchoire fine, chaque partie de son visage était parfaite. J'avais l'impression d'être entré dans un rêve, un conte de fées, un tableau. Je suis resté figé sur place, incapable de bouger. Même avec mon œil droit à la vision floue, je ne pouvais pas me tromper. Cette personne n'était pas laide, c'était la plus belle personne que j'ai jamais vue de ma vie. Bien plus belle que Chloé, bien plus belle que les actrices de cinéma que j'admirais en secret. Sophie, balbutiai-je, n'en croyant pas mes yeux. Sophie me regarda et esquissa un léger sourire. Ce sourire était comme une fleur qui s'épanouit, et il fit chavirer mon cœur. Ses joues rougirent légèrement. « Quoi, monsieur Julien, vous êtes très déçu ?» Sa voix n'était plus froide, mais douce et chaleureuse. Je ne trouvais plus mes mots. Je me suis frotté les yeux, et j'ai regardé à nouveau. Tout était pareil. Je me suis même pincé fort le bras. J'ai eu mal. Ce n'était pas un rêve. Comment est-ce possible? Tout le monde disait que votre visage était couvert de cicatrices. Qui êtes-vous? Demandai-je, toujours sous le choc. Sophie sourit d'un rire léger et charmant. Elle se leva et s'approcha de moi. Elle était un peu plus grande que moi, sa silhouette était fine et élégante. Je suis bien Sophie, la femme que tout le village dit être laide. Mais, monsieur Julien, dit-elle en me regardant droit dans les yeux, voyez-vous des cicatrices sur mon visage? Non, il n'y en a pas. Vous êtes si belle, balbutiai-je. Sophie me prit la main. Sa main était douce et chaude. Ma maladie est guérie depuis longtemps. Les médicaments ont fait disparaître toutes les cicatrices. Ma peau est même devenue plus belle qu'avant.
J'ai eu l'impression d'être frappé par la foudre. Guéri? Alors pourquoi? Pourquoi vous êtes-vous caché? Pourquoi avez-vous laissé les gens dire tout ça? Sophie me lâcha la main et se tourna vers la fenêtre. Le clair de lune à l'extérieur ne faisait que rehausser sa beauté diaphane. C'était à cause des cicatrices de mon cœur, monsieur Julien. Alexandre ne m'a pas quitté parce que j'étais malade. Il m'a quitté parce que je n'étais plus belle. Il aimait mon apparence, pas moi. Il m'a trahi. Sa voix était empreinte d'une profonde tristesse. C'était si douloureux. Alors, je me suis juré de ne plus jamais me laisser berner par un homme. J'ai juré de trouver un mari qui aimerait ma personne, qui accepterait ma laideur et mes défauts. C'est pourquoi j'ai caché mon visage pendant des années. Personne ne savait que j'étais guéri, et j'ai mis à l'épreuve tous les hommes qui venaient me demander en mariage. Ils ont tous échoué. En entendant parler de mes cicatrices, ils ont tous eu peur. Elle se retourna vers moi. Ses yeux pétillants étaient chargés d'émotion. Mais vous, monsieur Julien, vous étiez différent. Vous êtes pauvre, handicapé, endetté, et vous avez été abandonné par la femme que vous aimiez. Et quand je vous ai interrogé, vous n'avez pas hésité. Vous m'avez promis que même si j'étais laide, vous prendriez soin de moi toute votre vie. Monsieur Julien, votre promesse m'a fait croire en vous. J'étais abasourdi. J'avais tout compris. Je n'avais pas seulement gagné une belle épouse, mais une femme merveilleuse à l'âme noble. J'avais gagné le gros lot de la vie. Je me suis approché de Sophie. Mon cœur était rempli d'émotion et d'une gratitude infinie. Sophie, je suis désolé, j'ai douté de vous. Mais croyez-moi, ma promesse était sincère. Je vous aimerai et je vous chérirai. Je ne vous trahirai jamais. Sophie sourit d'un air sincèrement satisfait. Dans cette petite chambre nuptiale où la faible lueur de la lampe brillait encore, j'avais trouvé la lumière de ma vie. Je n'avais pas seulement gagné une femme, mais un trésor envoyé du ciel. Les mains encore tremblantes sous l'effet du choc, je me suis approché de Sophie. Je n'arrivais pas à croire que la femme que tout le village disait laide était en réalité une beauté incomparable. Et de plus, elle m'avait choisi, moi, pauvre et handicapé d'un œil, sur la seule foi de ma promesse sincère. Sophie, dis-je d'une voix pleine d'émotion, je ne sais vraiment pas quoi dire. Je pensais que ma vie serait solitaire ou que je me marierais par devoir. Je ne savais pas que le ciel m'accorderait une telle bénédiction. Sophie me regarda. Son regard était doux, mais conservait toujours une dignité profonde et calme. « Monsieur Julien, dit-elle en me reprenant la main, ne soyez pas si surpris. La beauté peut s'estomper avec le temps, mais un bon cœur et la sincérité sont les choses les plus précieuses. Vous m'avez prouvé que vous n'étiez pas le genre d'homme à n'aimer que l'apparence. Puisque vous avez promis de ne pas m'abandonner quand j'étais laide, je crois que vous tiendrez cette promesse quand je serai vieille. » Je serrai fort la main de Sophie. Je sentis la chaleur et la confiance absolue qu'elle me transmettait. « Sophie, ma promesse est sincère. J'ai aussi connu la trahison. Je sais la douleur d'être rejeté simplement parce qu'on a échoué. Je vous le jure, je ne vous ferai jamais de peine. Vous êtes la seule personne qui m'ait accepté. Je vous chérirai toute ma vie. » Nous nous sommes assis côte à côte sur le bord du lit et avons partagé les histoires et les secrets que nous avions longtemps gardés pour nous. Sophie m'a parlé de la douleur de sa maladie, du temps où elle avait été abandonnée par son ancien fiancé et moquée par tout le village. Elle m'a dit qu'elle avait passé de longues nuits blanches, soignant ses cicatrices en secret avec des onguents et des bains d'herbes médicinales pour ne pas inquiéter sa famille. Mais quand la dernière cicatrice a disparu, j'ai eu peur. J'avais peur que d'autres hommes s'approchent de moi, me regardent avec des yeux concupiscents, puis m'abandonnent à nouveau, si je rencontrais des difficultés. Alexandre m'avait donné une leçon trop dure. Alors, j'ai décidé de cacher mon apparence. Je voulais utiliser la laideur que le monde m'avait attribuée pour filtrer les hommes superficiels. Monsieur Julien, vous avez été la première et probablement la seule personne à voir au-delà de ma douleur. Quand vous avez dit que la beauté n'a pas d'importance, que ce qui compte, c'est le cœur, j'ai su que j'avais trouvé l'homme que je cherchais. Que vous soyez pauvre ou handicapé, je ne vous tournerai jamais le dos non plus. Je lui ai aussi parlé de mon rêve d'université inachevé, de l'accident, de la dette de plusieurs dizaines de milliers de francs qui pesait sur les épaules de mes parents et de la trahison de Chloé. Sophie m'a écouté en silence, puis a doucement caressé la cicatrice sur mon front. « Monsieur Julien, ne soyez plus triste. Votre rêve n'est pas terminé.
Le chemin de l'apprentissage a des bifurcations, mais pas de point final. Nous rembourserons la dette ensemble, et vous continuerez à étudier. Vous êtes un homme intelligent et volontaire. Vous ne pouvez pas passer votre vie à travailler la terre. En entendant les paroles de Sophie, j'ai senti une nouvelle force naître en moi. C'était la première fois depuis des mois, alors que j'étais enlisé dans l'échec et l'infériorité, que quelqu'un croyait sincèrement en moi. Sophie n'était pas seulement une belle épouse, mais aussi une amie et une compagne qui comprenait mon cœur. Nous avons parlé presque jusqu'à l'aube. L'amour entre nous n'était pas un coup de foudre, mais il est né de l'empathie, du respect et des promesses sincères de cette première nuit fatidique. J'ai pris Sophie dans mes bras, et j'ai senti sa douce chaleur. J'ai remercié la vie de me l'avoir envoyée. Sophie, merci. Vous m'avez donné une nouvelle vie, ai-je murmuré. Ne me remerciez pas, monsieur Julien. Maintenant, nous sommes mari et femme. Nous devons partager et surmonter les épreuves ensemble. Vos affaires sont les miennes, a répondu Sophie. Notre première nuit s'est déroulée dans un profond partage et des serments. Je savais qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie tournait une page bien plus lumineuse. Le lendemain matin, je me suis réveillé au lever du soleil. Sophie était déjà levée et se peignait. Elle s'est tournée vers moi avec un sourire radieux, et j'ai eu l'impression de vivre un conte de fées. « Monsieur Julien, vous êtes réveillé ? Levez-vous vite. Vos parents attendent que nous venions les saluer. » La voix de Sophie était claire, sans aucune trace de gêne ou de froideur. Je me suis habillé à la hâte et je me suis souvenu d'un détail important. « Sophie, comment allons-nous faire ? Devons-nous dire à mes parents que vous n'avez pas de cicatrice ? » Sophie a souri avec un regard malicieux. « Bien sûr que nous devons le leur dire. Je ne peux pas laisser mes beaux-parents penser que leur belle-fille est laide. C'est aujourd'hui que je leur rends officiellement ma première visite. » Elle est sortie de la chambre avec assurance. Je l'ai suivie à la hâte, le cœur battant aussi fort que la veille au moment de retirer le voile. Mes parents étaient déjà assis sur le perron. En me voyant sortir avec Sophie, ma mère s'est levée d'un bond, le regard mêlé de joie et d'inquiétude. « Vous êtes levée ? Pourquoi ne pas dormir un peu plus ? Sophie, tu n'es pas fatiguée ? Laisse, maman va s'en occuper. » Sophie s'est approchée de mes parents, s'est agenouillée selon la coutume pour une nouvelle belle-fille, et leur a offert du thé chaud. « Papa, maman, veuillez accepter ce thé. Je vais bien. À partir de maintenant, je prendrai bien soin de vous. » Mes parents ont pris le thé, mais leur regard restait fixé sur le visage de Sophie. Mon père l'a regardée en silence, puis a soudainement laissé tomber sa tasse. Mon Dieu, cette jeune femme. Mon père ne trouvait plus ses mots. Ma mère a pris Sophie dans ses bras. Elle a regardé attentivement le visage de sa belle-fille, puis a éclaté en sanglots. « Sophie, ma chérie, tu n'as pas de cicatrice. Oh, mon Dieu, je suis si heureuse. Qu'une si belle jeune femme épouse notre fils infortuné. Merci, ma chérie, merci. » Sophie, les larmes aux yeux, a serré ma mère dans ses bras. En voyant cette scène, j'ai senti mes yeux piquer. Je savais que mes parents n'étaient pas seulement heureux parce que leur belle-fille était belle, mais parce que les rumeurs malveillantes qui les avaient longtemps accablés étaient enfin dissipées. Une fois calmée, Sophie a raconté qu'elle était guérie, qu'elle avait caché son visage pour trouver un amour sincère, et que j'avais réussi son test. Après avoir entendu toute l'histoire, mes parents étaient émerveillés. C'est une grande bénédiction pour notre famille. Il faut avoir accumulé le mérite de 3 générations pour avoir une belle fille comme toi. Tu n'es pas seulement belle, tu as un cœur en or. Tu es un trésor que le ciel nous a envoyé. Sur le visage de mon père, longtemps assombri par l'inquiétude, un vrai sourire est enfin apparu. Il m'a regardé avec des yeux affectueux. Espèce d'imbécile, tu pensais que tout était fini, et voilà que le malheur se transforme en bénédiction. Tu as intérêt à bien traiter ta femme, tu m'entends ? Par la suite, Sophie n'a plus jamais caché son visage. Elle a retroussé ses manches et a aidé ma mère à nettoyer la maison et à préparer les repas. Sa beauté éblouissante illuminait toute notre petite maison. La nouvelle de la véritable apparence de Sophie s'est bien sûr répandue rapidement. Cet après-midi-là, quand Sophie est allée puiser de l'eau au puits du village, tout le hameau a été bouleversé. Chloé et Maxime, qui s'étaient moqués de moi, sont venus voir en entendant la rumeur. En voyant Sophie, Chloé est devenue blême et n'a pas pu dire un mot. Elle était si fière de sa propre beauté et s'était moquée de moi
pour avoir épousé une femme laide. Maintenant, elle voyait que la femme que j'avais épousée était non seulement bien plus belle qu'elle, mais qu'elle avait aussi une âme noble. Chloé et Maxime sont repartis en silence. Je les ai regardés depuis le perron. Je ne ressentais plus de haine. À la place, je ressentais de la pitié. Ils avaient perdu le cœur d'un homme à cause de leur avidité pour les biens matériels et l'apparence. Et moi, j'avais trouvé la vraie lumière de ma vie. Ma vie de couple avec Sophie a commencé simplement, mais elle était plus chaleureuse et heureuse que jamais. Sophie avait 12 ans de plus que moi, mais la différence d'âge n'a jamais été un obstacle. Au contraire, elle était toujours mûre, douce, et savait prendre soin de moi et de mes parents avec attention. Sophie n'était pas seulement belle, mais aussi incroyablement travailleuse et débrouillarde. Bien qu'elle ait grandi dans une famille aisée, elle ne reculait devant aucune tâche difficile. Monsieur Julien, comme votre œil vous gêne, restez à la maison pour aider maman avec la couture ou la cuisine. Les travaux des champs, je les ferai avec papa. Pour zailler ça, vous aussi. Que zailler c'est. Sophie m'a dit cela dès le premier jour de son arrivée. Surpris, je lui ai demandé, Sophie, tu penses que tu peux le faire? Le travail des champs est vraiment dur. Sophie a juste souri doucement. Ne me sous-estimez pas. Je suis aussi une fille de la campagne. Ne vous inquiétez pas. Et c'était vrai. Sophie était très douée pour les travaux des champs. Semis, désherbage, récolte, elle savait tout faire. De plus, elle était rapide en calcul et gérait les finances de la maison avec une grande rigueur. Elle a réorganisé le livre de compte de nos dettes et a établi un plan de dépenses raisonnable. Papa, maman, nous avons encore plusieurs dizaines de milliers de francs de dettes à rembourser. À partir de maintenant, je vais travailler dur avec Julien pour les rembourser. Je vais chercher d'autres sources de revenus, monter un petit commerce pour gagner de l'argent. Vous deux, reposez-vous maintenant. Ne faites plus de travaux pénibles. Quand Sophie a dit cela à mes parents, ils ont essayé de l'en dissuader, ayant pitié de leur belle-fille, mais elle a été ferme. Non, je le ferai. Je suis encore jeune et en bonne santé. J'aimerais que vous passiez une retraite paisible. En plus du travail agricole, Sophie a commencé à chercher des sources de revenus supplémentaires. Avec le peu d'argent que ses parents lui avaient donné, elle a acheté du tissu et du fil et a accepté des travaux de broderie et de couture pour une boutique en ville. Après le dîner, Sophie s'asseyait sous la lampe à pétrole et brodait méticuleusement. Ses mains étaient rapides et habiles, ses poings étaient réguliers et magnifiques. Grâce au sérieux et au talent de Sophie, la dette de notre famille a commencé à diminuer petit à petit. Chaque fois que Sophie ramenait de l'argent pour rembourser la dette, mes parents pleuraient de joie. Sophie était extrêmement dévouée à ses beaux-parents. Elle leur servait toujours les meilleurs plats en premier. Si ma mère toussait, elle lui trouvait des remèdes. Si mon père se plaignait de son dos, elle le massait. Elle s'occupait de mes parents avec plus d'attention que moi. Sophie, comment peux-tu être si bonne avec nous? Il n'y a pas de belle fille comme toi au monde, disait toujours ma mère, avec des yeux pleins d'amour. Maman, vous deux, vous avez mis au monde et élevé Julien. Vous avez travaillé dur toute votre vie, il est normal que je fasse au moins ça, répondait Sophie. En voyant ma femme prendre en charge toutes les affaires de la maison, je me disais que j'étais vraiment un homme chanceux. Elle n'était pas seulement une épouse, mais aussi le pilier moral de notre famille, celle qui résolvait toutes les difficultés. La beauté de Sophie ne résidait pas seulement dans son visage, mais dans son cœur généreux et son sérieux. Moi aussi, je ne me sentais plus complexé par mon handicap à l'œil. Sophie m'encourageait et me réconfortait toujours. Elle disait « Votre œil est juste un peu gênant. Il ne peut pas masquer votre intelligence. Vous êtes toujours un homme brillant et instruit, vous devez retrouver votre rêve. » Les paroles de Sophie ont ravivé la flamme qui s'éteignait en moi. Je savais qu'il était temps que je fasse quelque chose pour être digne de l'amour et du sacrifice de Sophie. 3 mois après son arrivée, Sophie avait parfaitement organisé toutes les affaires de la maison et une grande partie de la dette avait été remboursée. Mes parents ne faisaient plus de travaux pénibles et s'occupaient d'un petit potager et de quelques animaux à la maison. Un soir, alors que j'aidais Sophie à fendre du bois sur le perron, elle s'est soudainement arrêtée et m'a regardé. « Monsieur Julien, ce travail agricole n'est pas ce que vous ferez toute votre vie. Je sais que vous avez toujours la nostalgie de vos études. » Je suis resté silencieux. Comment le savait-elle? J'avais essayé d'enfouir mon rêve au plus profond de mon cœur. Je le sais, monsieur Julien.
Le regard que vous portez sur les vieux livres au fond de l'armoire n'est pas celui de quelqu'un qui a abandonné. Je voudrais que vous rouvriez vos livres et que vous repreniez vos études. Mais Sophie, nous avons encore beaucoup de dettes, et je ne peux pas vous laisser, toi et mes parents. Je dois aussi travailler pour rembourser les dettes, ai-je expliqué. La dette, je la porterai avec vous. Mes parents vont beaucoup mieux aussi. Et j'ai trouvé un plus gros contrat de broderie. Si vous vous consacrez uniquement à vos études à la maison, je peux assumer les finances de la famille pour le moment. La voix de Sophie était pleine de confiance et de foi. Monsieur Julien, vous êtes instruit et intelligent. Étudier pour devenir professeur et être reconnu par la société, c'est le moyen le plus rapide et le plus sûr de rembourser nos dettes et d'honorer vos parents. En entendant les paroles de Sophie, j'ai eu l'impression qu'une source fraîche coulait dans mon âme desséchée. J'avais perdu mon rêve, mais Sophie l'avait ramassé et me l'avait rendu. Mais je n'ai pas de livre, et je n'ai pas l'argent pour passer des examens ou continuer à étudier. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je me suis renseigné. De nos jours, il y a des équivalences au baccalauréat et des universités par correspondance. Vous pouvez étudier seul à la maison et ne passer que les examens. Les frais de livres et de scolarité, je m'en occuperai. Concentrez-vous uniquement sur vos études. Et comme l'avait dit Sophie, le lendemain, elle est allée en ville à bicyclette et est revenue avec une pile de livres et de cahiers neufs. Elle a nettoyé mon vieux bureau et a allumé une lampe à pétrole plus vive. Voilà, la flamme des études est rallumée. Monsieur Julien, à partir d'aujourd'hui, considérez les études comme votre travail principal. Je crois que vous y arriverez. Les yeux de Sophie brillaient de foi. En regardant la pile de livres et la lampe, j'ai ressenti une gratitude et un amour infini pour Sophie. Elle n'était pas seulement une épouse, mais aussi la bienfaitrice qui avait refait ma vie. À partir de ce jour, je suis retourné à la vie d'étudiant. Le jour, j'étudiais seul, ravivant mes connaissances oubliées. La nuit, je luttais avec mes livres sous la lampe à pétrole. Sophie, à côté, brodait, sans jamais se plaindre ni me faire de reproches. Au contraire, elle m'encourageait toujours et me préparait des repas délicieux et nutritifs. Monsieur Julien, prenez soin de votre santé. Ne veillez pas trop tard. Les études ne sont pas un sprint, mais un marathon, me rappelait toujours Sophie. J'ai étudié, avec acharnement. Je savais que chaque mot que je lisais aujourd'hui n'était pas seulement pour mon rêve, mais aussi pour l'amour et le sacrifice immense de Sophie. Je ne pouvais pas la décevoir. Je devais absolument réussir. Grâce à mon sérieux et à mes solides bases d'autrefois, j'ai rapidement retrouvé mon niveau. Après environ 2 ans d'études en autodidacte, j'ai passé le concours pour devenir enseignant. Le jour où j'ai reçu ma lettre d'admission, je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'ai couru à la maison pour la montrer à Sophie. Sophie a pris la lettre et ses yeux se sont embués. Elle m'a serré fort dans ses bras. « Monsieur Julien, vous l'avez fait. Je le savais. J'ai toujours cru en vous. » Après ma réussite, j'ai été affecté comme professeur dans le collège du village. Au début, j'étais contractuel et mon salaire était modeste, mais grâce à mes solides compétences et à mon dévouement, j'ai rapidement gagné l'amour de mes élèves et le respect de mes collègues. Sophie était toujours mon roc. Elle travaillait sans relâche, vendant les produits de la ferme et des objets artisanaux. Grâce à l'argent que Sophie gagnait, nous avons remboursé toutes nos dettes. Monsieur Julien, ne vous inquiétez pas et consacrez-vous à l'enseignement. Je m'occupe des questions d'argent. Votre travail, c'est de vous dévouer à l'éducation, disait toujours Sophie. Quelques années plus tard, j'ai continué à étudier et j'ai obtenu le concours pour devenir personnel de direction. Grâce à mes excellents résultats et à la confiance de mes supérieurs, j'ai été promu directeur adjoint, puis directeur d'école. Je suis devenu la fierté de tout le village. Les gens ne se moquaient plus de moi en m'appelant l'infirme ou le raté. Ils m'appelaient Monsieur le directeur Julien et me respectaient. Mes parents passaient une retraite paisible. Ils ne faisaient plus de travaux pénibles et s'occupaient de leurs petits-enfants à la maison. Sophie m'a donné un fils beau et intelligent. L'enfant, grâce à l'éducation de Sophie, était toujours poli et gentil. Chaque fois que je regardais ma femme et ma petite famille, je me souvenais de cette première nuit fatidique, Sophie, qui m'avait appris une grande leçon sur la valeur d'une personne. Un soir, après que notre fils se fut endormi, je me suis assis à côté de Sophie qui brodait sous la lampe. La beauté de cette femme, devenue mère et épouse, s'était approfondie et élégante avec les années.
Sophie. Avez-vous déjà regretté de m'avoir épousé? Si vous aviez épousé un homme plus riche à l'époque, vous n'auriez pas eu à travailler si dur, lui ai-je demandé. Sophie a levé la tête et a souri doucement. Quelle question stupide. Non, je ne regrette rien. Une vie riche n'apporte pas nécessairement le bonheur. L'important, c'est que nous soyons ensemble, que nous nous respections et que nous nous aimions. J'ai trouvé un mari sincère et responsable. C'est la chose la plus précieuse au monde. J'ai pris Sophie dans mes bras et j'ai senti sa douce chaleur. Je savais que je n'avais pas seulement gagné une femme, mais une compagne de vie et une âme sœur. Le fruit sucré de ma vie était l'amour sincère et le noble sacrifice de Sophie. Je lui ai promis de l'aimer et de la chérir toute ma vie, et je tiendrai cette promesse jusqu'à mon dernier jour. L'histoire d'aujourd'hui s'arrête ici. Si vous avez trouvé cette histoire inspirante et que vous souhaitez voir d'autres récits émouvants et profonds, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, votre choix, à aimer cette vidéo et à activer les notifications. Je vous retrouverai dans une prochaine vidéo avec une autre histoire.